Mesdames, Messieurs, bienvenue au nouveau numéro de Les Échos de la Finance. Nous allons continuer un petit peu aujourd'hui à parler du budget en essayant de comprendre ce que sont les allocations des ressources, comment ça se fait, qu'est-ce que ça représente. Peut-être aurons-nous l'occasion de comparer avec ce qui se fait dans certains pays d'Afrique. Et puis peut-être, comme il s'agit de budget et qu'on sait que dans le budget de la République d'Haïti, il y a une part qui est fournie par la communauté internationale sous forme soit de prêts, soit de dons, nous allons un peu voir aussi ce que représente cette aide internationale. Toujours avec William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Parfait. Budget numéro 2. Budget numéro 2, effectivement. OK. Donc, on a vu la dernière fois ce qu'est un budget, l'équilibre entre les recettes et les dépenses. On a vu d'où venait l'essentiel des recettes, c'est-à-dire essentiellement la douane, la DGI et l'aide internationale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allocation des ressources. Alors, c'est quoi ça? Avant de commencer, disons au prime abord qu'une grande partie des budgets qui sont perçus à partir des activités de la douane sont sous l'influence d'accords qui a eu lieu entre Haïti et l'Organisation mondiale du commerce. Donc, d'où en 1987, je crois, il y a eu des accords de libéralisation de l'économie haïtienne où ils ont procédé à réduire considérablement les impôts sur les produits d'exportation. Ce qui a favorisé, sans doute à l'époque, la réflexion peut-être a été qu'il fallait favoriser et encourager l'industrie de l'assemblage, d'où les produits de l'exportation jouissaient d'exemption d'impôts, mais le bulk, la majeure partie des impôts qui sont perçus à la douane, c'est vraiment sur les produits d'importation. Maintenant, la politique commerciale de la République d'Haïti donc est basée sur les impôts sur les importations et la libéralisation des produits la réduction des impôts sur les produits d'exportation et aussi sur les exemptions qui sont allouées à des entreprises au niveau du code d'investissement. Donc vraiment, grosso modo, c'est une base, à partir de laquelle les impôts sont perçus. Maintenant, ils ont également identifié, par exemple, les institutions qui sont responsables de la gestion des recettes de l'État au niveau de la douane. Donc, nous avons le ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, et le ministère du Commerce vraiment établit les grandes lignes en matière de ce qu'il faut, comment l'imposition sur certains produits. Donc, le ministère de l'Économie et des Finances est également impliqué, donc, en vertu de sa relation avec le ministère du Commerce. Au niveau de la douane, les tarifs sont déterminés, et ceci en fonction d'accords internationaux. Et au niveau de la BRH, il y a la réflexion, la responsabilité pour la politique monétaire qui est prise en compte. Donc vraiment, grosso modo, ce sont les grands joueurs qui contribuent à la politique à la collecte, à l'influence aux activités d'influencer les activités de la douane. Bon, j'imagine que la Cour des comptes a aussi son mot à dire, non? Bon, la Cour des comptes fait surtout l'audit. Maintenant, oui, intéressant. Concernant la douane... Intéressant que vous ayez mentionné la Cour des comptes. Je vais vous raconter... Vous savez, je travaille à titre de consultant dans plusieurs pays. L'un des pays dans lesquels j'ai travaillé... et effectivement, il y a eu une époque où j'ai été consultant, j'ai été consulté sur les affaires de budget. Et qu'est-ce qui se passait alors dans ce pays-là? Qui n'est pas Haïti. Qui n'est pas Haïti, non. D'accord. Oui. Maintenant, par exemple, le budget, l'allocation du budget se faisait au niveau des ministères. Parce que vous savez, les ministères les ministres se rencontrent, il y a le débat sur le budget. Et chacun essaie d'avoir la plus grande part de gâteau possible. Maintenant, les allocations de ministères, par exemple, disons le ministère XYZ, et
les allocations sont... Il y a une grande partie de l'allocation qui est allouée à ce qu'on appelle biens et services. Il y a une autre partie qui est transfert. Maintenant, biens et services, vous devez vous rendre compte, ça inclut les bureaux, les voitures, etc. Mais ce sont des trucs qui se déprécient. Oui. Selon les codes fiscaux, un bureau se déprécie sur 5 ans, une voiture sur 10 ans, oui. etc. Maintenant, ce sont des règles fondamentales de la comptabilité. De la comptabilité, maintenant, oui. Il se trouve que dans le pays XYZ où j'ai travaillé, à la fin de l'année fiscale, tout ce qui a été acheté au cours de l'année a été évalué par l'équivalent de leur bureau de Cour supérieure des comptes. Il se trouve qu'une voiture qui a été achetée à $100 000 au début de l'année fiscale, au début de l'exercice fiscal, à la fin de l'année, est maintenant évaluée à 10 000 ou à 3 000. Maintenant, il y a un déficit, en fait, une dépréciation énorme de la propriété. Ben, oui. Et dans le budget de l'année d'après, il y a encore le même montant. Il faut remplacer ça. Il y a le même montant qui est alloué, pour remplacer la voiture. Bon, ça s'appelle de la corruption, c'est du vol manifeste. Maintenant, il se trouve que la voiture n'a jamais été remplacée, mais que les fonds qui ont été alloués pour l'acquisition de cette voiture est resté à l'intérieur du budget et à la fin de l'année a été redistribué parmi les hauts placés du ministère. Oui. Maintenant, est-ce que ça se fait en Haïti? Je ne sais pas. Peut-être que c'est matière à réfléchir, matière de thèse, par exemple, pour les étudiants qui sont en finance et en comptabilité. Donc, et ceci représente, selon moi, une source, dans le pays où j'ai travaillé, ça représentait une source importante de la corruption. Et bien sûr, j'ai été consulté, c'était vraiment pour réfléchir à une stratégie pour diminuer, pas abroger, mais pour diminuer l'impact de la corruption dans le détournement de fonds, si vous voulez, de ces activités. Et j'imagine que dans ce pays XYZ, comme vous dites, c'est pareil qu'en Haïti et dans tous les pays du monde. Même quand vous prenez quelqu'un en flagrant délit de détournement de fonds, de choses comme ça, dans la mesure où vous avez affaire à un fonctionnaire, c'est la croix et la bannière pour le révoquer. Bon, maintenant, il se trouve qu'il y a beaucoup de ces gens qui ont été tolérés, mais avec la nouvelle administration qui nous avait fait chercher, parce que nous étions 25 à être consultés, on avait réfléchi à des mesures administratives qui pourraient être appliquées pour effectivement éliminer ce genre de tout. Et les délits, les gars qui ont causé les délits ont été carrément annulés de la société, annulés du service public. Donc, c'était ça le prix qu'ils ont eu à payer. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence aussi. J'ai eu, je peux quand même dire, la chance de travailler presque 1 an dans un ministère haïtien, des petits ministères. Félicitations, service public. Comme conseiller spécial du ministre. Et là, j'ai été témoin de 2 choses. La première, c'est que la semaine même où le ministre a pris ses fonctions, il a été obligé de réengager 2 employés qui avaient été révoqués par le ministre précédent, sous prétexte qu'il y avait eu des vices de forme et que patati patata. Un de ces 2 était un type connu pour sa violence, y compris physique. Il avait boxé plusieurs gens, il avait même menacé de s'en prendre au ministre en question, qu'il avait foutu à la porte sans autre forme de procès. Celui dont j'étais le conseiller a été obligé de reprendre ce type. Un autre cas, nous avons pris quelqu'un en flagrant délit de vol. Eh bien, on n'a rien pu faire contre lui, parce qu'il aurait fallu qu'il y ait une première lettre de blâme, suivie dans un délai donné d'une 2e lettre de blâme, et ce n'est qu'au niveau de la 3e lettre de blâme que ce bonhomme aurait pu être révoqué. Je crois qu'il fait toujours partie des cadres de la fonction publique. Mais la fonction publique, c'est vraiment très difficile de renvoyer les gens de la fonction publique. Tous les fonctionnaires du monde. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Oui, ça c'est sûr. Bon, alors, donc ça, c'est pour plus ou moins
centrer la question du fonctionnement et de l'allocation du budget et les points sombres où la corruption se manifeste. Maintenant, du vécu, parce que j'ai été consultant dans un pays où, comme je vous ai dit, l'année fiscale finie et les mêmes budgets sont alloués et ont été votés pour remplacer des trucs qui n'ont jamais été même dépréciés ou dépréciés à outrance. C'est ça. Donc, juste pour que les fonds soient à nouveau décaissés et que chacun puisse se servir. Voilà. Donc c'est vraiment une plaque tournante. D'ailleurs, vous parlez de véhicules. Il y a une chose que j'ai pu constater et qui m'a frappé, c'est dans les ministères haïtiens, le nombre de voitures qui sont dans des garages, soi-disant qui ne sont pas en état de fonctionner. Mais bon, pas en état de fonctionner, c'est pourquoi c'est un clutch qu'il faut remplacer, c'est une courroie qu'il faut remplacer, des trucs qui coûtent 20 ou 30 $. Mais dès que c'est constaté, on met la voiture au garage, on l'oublie au garage et on commande une voiture neuve. Tout ceci pourrait être résolu par les audits sérieux. De la Cour supérieure, bien sûr. Absolument, absolument. Mais il faudrait aussi changer la législation, donner plus de facilité lorsque le flagrant délit existe. À ce moment-là, d'oublier toutes les procédures de premier appel, premier blâme, deuxième blâme, troisième blâme, etc. Non, là, c'est du domaine du Parlement, parce qu'en fait, ces lois-là sont faites au niveau du Parlement. Oui, bien sûr. Tout ça se tient. On a dit qu'on dirait aussi un mot, qu'on irait faire un petit tour du côté de l'aide internationale. Ah oui. Vous êtes un peu sévère avec l'aide internationale, si j'ai bien compris. Bon, maintenant, deux choses. Je dois vous dire que la première chose, si on évalue le budget de la République d'Haïti, la dernière fois, nous avons eu affaire à déterminer la taille de l'économie haïtienne. Exact. Et nous avons pu donner des pistes où les gens pourraient vraiment se rendre compte que l'économie haïtienne n'est pas ce qui est dit dans les livres et le produit intérieur brut n'est pas de 8 milliards de $, mais plutôt sillonne entre 15 et 18 milliards de $. Exactement. Ce qui ferait que l'assiette fiscale de l'État, c'est de l'ordre. Si on pouvait mettre de l'ordre dans l'économie, pourrait être beaucoup plus considérable. Exact. Et si donc les ressources, donc ce qui fait que ce qui peut nous permettre de conclure que les ressources qui pourraient alimenter le budget de l'État existent. C'est ça. Donc maintenant, si les ressources existent et que l'État ne perçoit pas les impôts qui conviendraient, il y a dans ce cas appel à l'international pour subventionner le budget de l'État. Donc, dans la mesure où l'aide internationale continue de venir en Haïti en appui au budget, ça encourage l'État haïtien à poursuivre cette même politique. Donc, pour moi, l'aide internationale encourage la corruption, supporte la corruption. Bon, il y a un point quand même qu'il faut signaler, c'est que de plus en plus, me semble-t-il, dans des pays comme Haïti ou certains pays d'Afrique en particulier, cette aide internationale, lorsqu'elle est versée sous forme de dons, soit à travers des ONG ou des organisations qui existent sur place dans ces pays-là, une des clauses de décaissement de cette aide, c'est que l'argent ne passe pas par le gouvernement du pays en question, mais va directement à ceux qui vont effectuer le travail sur le terrain. Bon, vraiment, il y a des pays qui parviennent à contourner ça, donc. Parce qu'en fait, la majeure partie des ONG... C'est insultant, pas quand même, pour le pays en question. Parce que la majeure partie des ONG, ce sont des gens parfois qui s'enorgueillissent d'avoir rencontré un ministre, d'avoir rencontré le Premier ministre ou le Président. Donc, vraiment, il y a vraiment trop de compromis qui se font. Donc, vraiment, donc, de mon point de vue, l'aide internationale devait être liée à quelque chose. C'est pas vraiment donner de l'argent pour se réserver une place au paradis. Pour moi, c'est ce que fait l'aide internationale aujourd'hui. Et ça ne peut pas être du bouilli vidé non plus. Non, ça ne peut pas être du bouilli vidé. Et aussi, ça ne peut pas... Enfin, bien sûr, c'est lié à la loyauté du pays au niveau des Nations Unies pour voter oui. Il y a ça aussi, bien entendu. Mais ceci peut toujours se faire en repensant la façon dont l'aide est allouée.
Donc, c'est pas... Donc, et alors, il serait dans l'intérêt et d'Haïti et du fournisseur d'aide, du bailleur, d'avoir une politique où le résultat pourrait être une contribution à l'épanouissement économique, à la croissance économique. Mais comme c'est maintenant, ça encourage le faire du surplace. Ça encourage plutôt, oui. Bon, oui, là maintenant je comprends très bien votre position, mais bon, c'est toujours pareil. Dans des cas comme ça, il faut pouvoir, comme on le fait depuis 2 ans maintenant pour la pandémie, le Covid, il faut pouvoir évaluer les risques et les bénéfices. Et dans tous les cas de figure, si les bénéfices sont plus importants que les risques, à ce moment-là, bon, on y va quand même. Maintenant, je dis autre chose. Je dis que l'aide internationale devait être liée à la croissance économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, le produit intérieur brut est estimé, disons, à 12 millions, vous allez faire croître votre économie de 12 millions à 15 millions, de 12 milliards à 15 milliards, je vous donne 50% en aide. Pour moi, si on le fait, si l'aide internationale est allouée de cette façon, le pays sera forcé d'être performant, les administrateurs, les politiciens, tout le monde sera forcé d'être performant. Pourquoi? Parce qu'il y a cette masse d'argent qui attend dans la mesure où la performance est constatée. Donc, et je pense qu'avec ça, et aussi au niveau de l'aide internationale, il ne faut pas oublier que c'est l'argent des contribuables. Du bailleur. Exactement. Donc, oui, bien sûr. Et ces fonds, ce sont des fonds qui sont votés, par exemple, au niveau des États-Unis, le budget s'est voté au niveau du Congrès. Ça, et à chaque fois, il faut justifier les dépenses les allocations qui sont faites. Donc là, on aura de matière à fournir aux gens qui défendent, par exemple, dans la partie du budget, la section de l'aide internationale. Oui, mais tout ça est extrêmement complexe. On a tous en mémoire le cas de la filière du riz en Haïti. Et ce qui, au départ, semblait un geste humanitaire de la part du président Clinton, s'est avéré une catastrophe pour cette filière en Haïti, car il nous a inondés de riz américain subventionné, lourdement subventionné, ce qui a bien entendu eu comme effet positif de soulager la faim, la misère qui existait dans le pays, mais la contrebalance a été que la production locale a été incapable de subir cette concurrence, parce que peut faire un petit agriculteur de l'Artibonite, producteur de riz, contre du blé américain produit par centaines de milliers de tonnes et outrageusement subventionné par l'État américain. Maintenant, donc ça a été le début de la mort. Je peux dire 2 choses importantes. La première, c'est que je ne pense pas que ça a été une catastrophe, contrairement à tout le monde. Je pense plutôt que ceci aurait pu représenter une opportunité, comme je le dis souvent, d'introduire le riz haïtien, le riz bio sur le marché international et sur le marché américain. C'est la première chose. La deuxième chose, les intentions d'un politicien n'est jamais ce que dit le politicien. Là, vous avez la deuxième chose. Très sage. Oui, parce que d'une part, M. Clinton avait un objectif très clair, c'était de faciliter que les producteurs de riz de l'Arkansas, d'où son État, tous ses amis, il y a eu l'Arkansas, il y a eu la production du riz au Texas, à Louisiane. Oui. Ses amis et sa famille. Il fallait que ces producteurs de riz puissent trouver des débouchés. Ouais. Et un débouché qui était proche, à 60 km, c'est ça? 90 km, c'est chez nous. Bien sûr. Donc, le marché haïtien consomme considérablement de riz. Vous voyez, 400 000 tonnes de riz par année, c'est considérable. Ouais. Maintenant, ça, c'est la deuxième considération. Et la troisième considération, lorsque le gouvernement américain fournit des subventions à des producteurs, c'est dans l'objectif de préserver le niveau de revenus des producteurs. Absolument, bien sûr. Haïti, dans ce cas, a permis aux producteurs de riz américains de jouir d'un niveau de revenus pour que la vente de riz sur Haïti puisse être justifiée. Parce que
en leur fournissant une subvention, ça justifiait le versement sur le marché haïtien de leur riz à bon marché. En conclusion, les producteurs de riz américains sont redevables envers les paysans de l'Artibonite. Absolument. Magnifique. Monsieur Biden, vous avez entendu? Président Biden. Bon. Mais il y a une chose importante aussi qu'il faut peut-être dire en conclusion. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont engagés au niveau des négociations avec les États-Unis pour diverses choses. Les gens doivent comprendre que la politique américaine vis-à-vis d'Haïti n'est pas déterminée à la Maison-Blanche. C'est déterminé au niveau du Haitian Desk au département d'État américain. Ce sont les professionnels du Haitian Desk du département d'État américain qui rédigent les rapports en ce qui rapporte la décision que le président aura à prendre en ce qui concerne Haïti. Donc, l'influence, si on veut affecter ce qui se fait en Haïti, l'influence doit se jouer au niveau du Haitian Desk du département d'État américain. Right. Bon, mais il n'en reste pas moins que le régime américain étant un régime présidentialiste, le dernier mot revient quand même au président. Oui, mais le dernier mot vient du président selon les rapports qu'il aurait lus. Oui. Donc, si on peut influencer les rapports... Ah, ça, tout à fait d'accord. Au niveau de la source. Tout à fait d'accord, bien sûr. Bon, eh bien, William, je crois qu'on va clore le chapitre budget aujourd'hui. On verra ce qu'on va aborder la prochaine fois. Encore une fois, merci. Merci de votre participation, de votre éclairage. Et puis, à la semaine prochaine. Merci Serge. Bon week-end. Merci. Voilà, c'était toujours William Savary, économiste, fondateur du Haitian Stock Exchange, qui mettait le point final à notre série sur le budget en Haïti et accessoirement sur l'aide internationale et ce qu'il fallait en penser.